Quant aux passions tristes fréquentes dans le domaine amoureux, voici comment un spinoziste tentera de s'en débarrasser et de les remplacer par des affects joyeux. Je reprends mes 5 points précédents. Même si, en raison des limitations constitutives des humains, ce ne sera sans doute jamais complètement réalisable, nous désactiverons autant que possible les phénomènes de jalousie et le climat de compétition amoureuse, peu compatibles avec la concorde et la sérénité requises par la vie bonne. Puisqu'il ne saurait être question de supprimer le désir en nous, une solution pour cela consiste à se promettre réciproquement, avec une personne en qui on peut raisonnablement avoir confiance, la fidélité. C'est là une nouvelle justification rationnelle de la monogamie qui apparaît décidément, dans la très grande majorité des cas, comme la forme optimale à donner aux relations amoureuses. Deuxièmement, nous serons très attentifs à ce que la rencontre amoureuse et les relations qui s'ensuivent soient une bonne rencontre. Comme dans le cas des relations amicales et intellectuelles, nous prendrons donc grand soin à ne pas nous marier avec n'importe qui, à sélectionner un ou une partenaire dont non seulement la forme nous plaît, mais qui convient à ce que nous sommes, une personne qui ne risque pas de nous imposer un style de vie déraisonnable, qui partage dans les grandes lignes notre projet de recherche d'une vie bonne et libre. Qui épouse une imbécile, un contempteur de la raison, ou plus simplement quelqu'un dont la façon de vivre et les idées discordent trop avec les siennes, ne devra pas s'étonner si les choses se passent mal ensuite et engendrent de la tristesse pour son conjoint comme pour lui-même. Cela ne signifie certes pas qu'on ne puisse se marier qu'avec une personne faisant de la philosophie dont l'éthique constitue le livre de chevet. Heureusement pour moi. Où est-elle Elle est là. Mais il faut, au minimum, j'ai une épouse remarquable, mais elle ne lit pas l'éthique. Voilà. Mais il faut, au minimum, choisir pour conjoint quelqu'un qui soit soucieux de la vie bonne, conscient de la nécessité d'échapper par un effort constant à ce qu'il y a de déraisonnable ou de triste en nous, et qui partage nos convictions et objectifs en ces domaines. C'est pourquoi Spinoza écrit que l'amour bénéfique entre conjoints ne doit pas avoir pour seule cause la forme, la seule forme, mais principalement la liberté de l'esprit. Troisièmement, nous nous donnerons les moyens d'échapper à la fluctuatio animi sous les 2 principales formes qu'elle prend dans le domaine amoureux, le papillonnement du désir, le fait qu'il change sans cesse d'objet sur lequel il s'investit, et la variation, ou même l'inversion des rapports affectifs qu'on entretient avec un même objet, en l'occurrence son conjoint. Pour échapper ainsi aux complications et effets de déchirement qui suivent ces papillonnements et variations, nous veillerons donc à nous donner les moyens de stabiliser et conserver ce qu'on appellerait aujourd'hui notre investissement libidinal objectif. Par la réflexion, se convaincre l'un et l'autre que malgré les apparences ou rumeurs parfois contraires, c'est là ce qui est bon pour nous. Dans la pratique, ne pas hésiter à multiplier paroles et actes, les attentions, les gentillesses, etc., qui nourrissent et entretiennent notre amour. Ce sont là, dira-t-on, des recommandations de bon sens, mais il est frappant de constater à quel point la plupart des couples installés ne les suivent pas, peut-être parce qu'ils ne sont pas conscients du léger effort qu'il faut parfois fournir pour les mettre en œuvre, et que ce n'est pas nécessairement, dirait Spinoza, ce que nous aurions toujours tendance à faire si nous nous laissons aller à notre spontanéité, à la mécanique de notre spontanéité affective. Ces préconisations pour éviter la fluctuatio animi sont les expressions, dans le domaine amoureux, de la vertu que Spinoza appelle la force d'âme, qui se spécifie selon lui en fermeté. Fermeté, c'est, je cite Spinoza, le désir par lequel chacun s'efforce de conserver son être sous la seule dictée de la raison, et en générosité, je cite Spinoza, le désir par lequel chacun, sous la seule dictée de la raison, s'efforce d'aider les autres et de se les lier d'amitié. Exercer ces vertus donne lieu à ce que Spinoza appelle la satisfaction de soi, c'est-à-dire cette joie particulière que se procure le fait de savoir que j'agis, et même ici que nous agissons, bien. Cette joie elle-même est à la fois le signe et le moyen du développement positif de notre désir. Le cercle mortifère des passions tristes est alors brisé. Nous sommes engagés dans un processus vertueux et joyeux. Ensemble, nous cheminons vers la vie bonne. Quatrièmement, quant à l'exercice de la sexualité, la bonne attitude, selon Spinoza, consiste en un juste milieu, un régime désirant, évitant les 2 écueils du trop, la lubricité et le dérèglement du désir qu'elle implique, et du trop peu, la continence, c'est-à-dire l'abstention totale de relations sexuelles et les frustrations qui l'accompagnent. On préconisera donc un usage réglé et modéré de ce type de désir, en gardant à l'esprit qu'il faut en ce domaine échapper aux tentations tristes et sans cesse renaissantes du toujours plus et toujours autre chose, aux phénomènes obsessionnels, au manque de respect envers le partenaire.
Il s'agit en bref de vivre une sexualité chaste au sens classique de ce terme, faire preuve de retenue, de mesure, c'est-à-dire de bon sens, dans la recherche et l'usage des plaisirs sexuels. À l'intérieur de ce cadre général, Spinoza n'aurait sans doute pas de conseil particulier à donner et dirait qu'il revient à chaque couple, en fonction de sa conformation et de sa structure, d'imaginer la pratique chaste de la sexualité qui lui permet d'être et de demeurer joyeusement désirant. Nietzsche renchérira 200 ans plus tard, dans la 3e dissertation de la généalogie de la morale, je cite Nietzsche, « Entre la chasteté et la sensualité, il n'y a pas nécessairement opposition. Tout bon mariage est au-delà de cette opposition. » Fin de citation. Enfin, le désir doit, comme on l'a vu, se montrer en quelque façon fécond, productif. Une des voies, mais sûrement pas la seule, de fécondité matrimoniale consiste à engendrer des enfants avec le projet d'en faire des personnes heureuses, sages et libres. C'est pourquoi Spinoza écrit que le mariage convient avec la raison, si le désir d'unir les corps n'est pas engendré par la seule forme, mais également par l'amour de procréer des enfants et de les éduquer sagement. Qu'est-ce donc ainsi, selon Spinoza, qu'être marié sous le régime de la raison, et non comme c'est toujours possible et malheureusement fréquent sous celui de l'aveuglement passionnel? C'est s'assigner ensemble, pour but fondamental, la connaissance et la diffusion de la vérité, et à cette double fin, rechercher ensemble ce qui assure le développement parallèle de nos aptitudes corporelles et mentales, et qui favorise la concorde.